Ce webinaire, donc, on a intitulé « L'émancipation au féminin au-delà d'un idéal, quel levier d'action ?» On l'a organisé pour faire un peu l'écho d'une aspiration de plus en plus forte des citoyens à participer, à s'impliquer dans la vie de la société, à son changement, à vouloir co-décider et co-construire. Encore aujourd'hui, il existe de très nombreuses inégalités qui font que les habitants des quartiers populaires rencontrent d'autant plus de difficultés à accéder à une émancipation totale. Les femmes, encore plus que les hommes, rencontrent des freins liés à des inégalités qui sont persistantes. Malgré ces freins à l'émancipation, est-ce pour autant que les femmes habitant des quartiers, que les citoyens et les citoyennes des quartiers prioritaires ne s'inscrivent pas dans cette aspiration globale des citoyens à davantage faire porter leur voix, davantage co-décider, co-construire, participer à la vie de la société et participer au changement? Comment est-ce qu'on fait pour développer des actions qui induisent une véritable participation des habitants? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et comment chaque acteur de la politique de la ville, que ce soit les élus, que ce soit les acteurs de terrain, que ce soit les habitantes, comment chacun à son niveau peut contribuer au renforcement de la participation des citoyens et de l'émancipation des femmes habitant dans les quartiers de la politique de la ville. Il me semblait intéressant de présenter des actions qui favorisent véritablement de l'émancipation. Thérèse Bérard et Lina Tarasenko sont cofondatrices du concept Luoga. La structure est implantée sur Narbonne, dans l'Aude, et elle développe des solutions mobiles d'appropriation de l'espace public. Et elle se donne systématiquement pour défi, d'une part, de développer le pouvoir d'agir des habitantes et des habitants, et d'autre part, elle se pose comme principe l'adaptabilité des projets. Parce que pour co-construire avec des habitants et des habitantes, il faut s'adapter à l'évolution des besoins, aux idées, aux propositions des habitantes qui sont engagées sur ce type d'action. Elles nous présenteront plus particulièrement les carrioles, sachant qu'en 2018, les carrioles ont été primées, premier prix des héroïnes extraordinaires qui leur a été décerné par Bouchra Azouz, qui est cofondatrice des ateliers du féminisme populaire, et par la ministre aux droits des femmes de l'époque, qui était Laurence Rossignol. Donc moi, je suis Thérèse Bérard. Mon univers de départ, c'est l'aménagement du territoire et le développement local. Mais je travaille depuis plus de 20 ans sur l'appropriation de l'espace public. Je laisserai Léna se présenter à vous après. Donc, comme l'a dit Caroline, Luoga, ce sont deux structures. Une structure de terrain qui est installée à Béziers et une structure de conception et de développement qui est installée à Narbonne, dans l'Aude, à Inès. Ce n'est pas anecdotique pour nous, on a vraiment besoin de ces deux structures pour que le terrain et la conception s'enrichissent l'un l'autre avec des allers-retours permanents. Le cœur de notre propos à Luoga, c'est l'espace public, donc et sa réappropriation par l'habitante et l'habitant, et la construction d'espaces tiers dans l'espace public. Ça peut être des espaces de faire ensemble, des espaces d'acquisition de compétences, des espaces de socialisation. Un de nos piliers, c'est l'émancipation des femmes. Et on s'appuie sur une méthodologie construite sur l'adaptation quotidienne au terrain, comme premier principe. Et quand je dis quotidien, adaptation quotidienne, le mot quotidien est important. Voilà. Alors, le dispositif des carrioles qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est né en 2015 à la suite des attentats. Devant une petite école de Béziers, une école élémentaire des QPV, où on était nous-mêmes mères de famille. Au lendemain des attentats, les familles devant l'école n'arrivaient plus à se regarder. Il y avait un silence très pesant entre les familles, entre l'équipe pédagogique, entre les familles musulmanes et les non-musulmanes. Et il y a eu une urgence à rétablir une communication entre tous ces acteurs. Donc, je vous passe les étapes, mais le projet des carrioles, aujourd'hui, il a évolué et on a implanté des carrioles dans 8 écoles élémentaires d'EQPV à Béziers. C'est un projet qui a permis l'émergence d'à peu près 80 femmes facilitatrices depuis qu'il est né et qui a ouvert des émancipations, des espaces d'émancipation pérennes. Voilà, et dans toutes les écoles où l'action a été montée, les directions pédagogiques sont unanimes. Les carrioles ont complètement changé l'ambiance de travail pour les équipes, la relation aux familles et le vivre ensemble en sortie d'école. Alors, ce dispositif des carrioles, c'est quoi? Dans une école, on construit un collectif de mères, des mères représentatives de l'école. Quand je dis représentative, c'est en termes qui représentent la diversité
en termes de religion, de statut social, d'origine culturelle des familles de l'école. Et donc un collectif et une petite carriole en bois, que vous voyez sur l'image. Ces femmes, on les forme à être un collectif, c'est-à-dire à faire ensemble et à avancer ensemble, avec des outils qu'on a affinés au cours des années, pour qu'elles acquièrent donc une parole collective et une culture du faire ensemble. Voilà. Puis, une fois que ces femmes sont un collectif, on les forme à être facilitatrices et à pouvoir se présenter aux autres familles de l'école, dans l'espace public, y compris dans l'espace public du quartier, comme mères de carriole. Donc, ce collectif de mères formées, il devient porteur et animateur d'un petit espace tiers dynamique, constructif, devant l'école, symbolisé par cette petite carriole, qui est la concrétisation de l'espace tiers, un espace de débat, de rencontre, de convivialité, de faire ensemble. On a donc 3 niveaux dans le dispositif des carrioles. On a le collectif, qui est en violet sur le croquis, qui devient un espace d'émancipation. Dans cet espace-là, les femmes, pour certaines, existent pour la première fois en tant qu'autre chose que mère ou épouse. C'est un espace d'émancipation. Ensuite, on a l'espace tiers qui est porté par le collectif et qui devient un espace de socialisation, l'espace orange, qui s'adresse aux familles du quartier et aux familles de l'école. Et enfin, chaque collectif de mères est relié avec les autres collectifs, avec des outils et des actions qu'on mène, ce qui donne un maillage de ces femmes en voie d'émancipation ou déjà émancipées, et en tout cas sur ce chemin-là, et qui regroupe aussi des mères et des femmes qui ont été mères de carriole, qui ne le sont plus, mais qui restent en lien avec tout le réseau. On a donc une action qui ouvre sur 3 espaces nouveaux, le collectif, espace d'émancipation, la carriole qui intervient et qui crée devant l'école un espace de socialisation et de médiation, et un espace plus large qui ouvre la ville et qui est à la fois un lieu de socialisation et d'émancipation qui regroupe toutes les facilitatrices. Voilà, alors le résultat, c'est pour les équipes pédagogiques, c'est l'espace qui manquait pour être en lien avec les familles. Et on sait quel est l'enjeu aujourd'hui de la non-fracture avec l'école publique dans les quartiers. La carriole, c'est aussi l'espace où on accueille, où on filtre les annonces de la société, là où on peut démanteler les fake news, encaisser collectivement les nouvelles, les coups durs qui arrivent de la société, les questionnements. Et puis, voilà, ça crée dans l'espace urbain des vrais espaces d'émancipation pour les femmes, hors famille, hors communauté, hors enjeu, des espaces qui appartiennent à leur usagère, une autre porte que la communauté ou la famille. Je vais laisser la parole à Léna. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Léna Tarasenko et je suis enseignante et pédagogue formée en Finlande sur les méthodes proactives et je vais continuer un peu sur à quoi ça sert une carriole. Une carriole permet aux équipes pédagogiques de sortir de leur mur et offrir un autre contexte pour rencontrer les familles. Elle permet des échanges beaucoup plus simples et fluides entre l'école et les familles et entre les familles. Et la carriole apaise des malentendus. Après un an de carriole dans son école, un directeur avait écrit sur son bilan, l'équipe enseignante a pu constater que de nombreuses petites situations conflictuelles étaient désormais évitées grâce à la carriole. Donc, nous avons constaté que ces femmes des carrioles ont un vrai impact avec leur présence et leur positionnement. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, les mères de l'école étaient en colère puisque le directeur interdisait le voile pour animer des ateliers de Noël. Et l'ambiance était tendue puisque les mères de l'école prenaient vraiment personnellement cette interdiction. Et grâce au collectif de carrioles, le sujet a été vraiment discuté et le directeur a pu bien expliquer ses arguments et le point de vue de l'école et le point de vue laïque. La carriole sert aussi à intégrer les nouvelles familles qui arrivent, créer des contacts avec les autres parents et les équipes pédagogiques.
Elle sert à gérer et cadrer collectivement les informations qui arrivent des médias ou de la société. Par exemple, quand une affiche de la ville cause des polémiques et des tensions, ou quand il y avait le nouveau programme sur l'éducation sexuelle, parmi les parents, il y avait des SMS qui circulaient les encourageant de ne plus mettre leurs enfants à l'école. La carriole est un espace où on parle des sujets qui touchent, comme dernièrement l'assassinat du professeur en octobre dernier. Elle aide aussi à gérer collectivement certains problèmes qui touchent des familles de l'école. Dans une école, la carriole a mis en place des collectes et un déroulement pour entourer et aider concrètement une mère célibataire de l'école puisque son enfant est tombé gravement malade. Les mères de carriole m'ont raconté après que sans la carriole, elles n'auraient jamais osé mettre en place tout ça. Voilà, donc l'autre aspect fort de la carriole, c'est l'émancipation des femmes. Grâce à l'engagement à la carriole, les femmes gagnent ou retrouvent la confiance en elles. Elles passent très souvent le permis. Elles se rendent compte qu'elles sont capables de changer des choses. Souvent, les mères de carriole nous racontent que la carriole est vraiment le seul espace de liberté pour elles. Leurs maris leur permettent de sortir seulement pour amener les enfants à l'école ou pour faire les courses, puisque la carriole se situe vraiment à la sortie de l'école, sur leur chemin. Les maris acceptent qu'elles participent au collectif. Donc, nous avons vu des mères très, très timides qui n'osaient même pas dire bonjour, devenir des femmes souriantes qui sortent la carriole et accueillent des familles et les équipes autour de la carriole. Et les mères de carriole demandent des formations sur les sujets qui les intéressent. Elles ont été formées sur, par exemple, sur le savoir dire non, sur les premiers secours, résolution de conflits, sur le positionnement, sur les arts plastiques, etc. Et elles deviennent aussi le relais entre les autres parents de l'école. Dans plusieurs écoles, elles sont fait venir les institutions comme le relais parental à la sortie de l'école, dans l'espace public, pour répondre aux besoins des mères de l'école ou des parents de l'école, pour savoir comment faire avec les enfants si elles trouvent du travail ou démarrent une formation. 80% des femmes des collectifs ont passé leur permis, 80% sont partis travailler, plusieurs ont créé leurs entreprises. Par les carrioles, nous formons et accompagnons environ 30 femmes par an. Et surtout, les réseaux des carrioles sont très actifs. Les femmes organisent des ateliers, balades, événements de solidarité en complète autonomie et avec beaucoup d'ouverture. Je laisse Thérèse continuer. Alors, pour répondre à Caroline, on a essayé d'expliquer pourquoi ça marche, les carrioles. Et dans ce qui a été dit déjà par Najat Ben-Thiri et par Kautar, il y a des choses qui se retrouvent absolument, et c'est plutôt bon signe. Donc, c'est déjà pour nous une question de méthodologie, c'est-à-dire qu'on développe l'action qu'en partant du besoin, et on revient sur le besoin quotidiennement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La première phase d'une action qu'on met en place, nous, c'est toujours de créer l'espace pour que le besoin puisse s'exprimer. Et puis après, c'est la réponse aux besoins exprimés qui va guider l'action. Donc l'action, elle évolue, elle s'adapte aux besoins du terrain, aux besoins réels. Alors ça implique de travailler effectivement dans l'accompagnement, sans projeter l'action au-delà des besoins exprimés par les usagers ou les usagères. Et puis c'est avoir des valeurs plutôt que des principes. C'est-à-dire qu'il y a rien qui ne puisse pas être re-questionné. Pour l'action des carrioles, c'est un guide qui canalise plus qu'un cadre. C'est un ensemble de valeurs et d'objectifs qu'on construit en commun avec les usagères. Donc les clés, c'est permettre d'exprimer le besoin de l'usagère et ensuite l'accompagner. C'est être aussi dans l'accessibilité, comme disait Léna, les carrioles, pour ces femmes, c'est sur leur chemin. C'est pas compliqué.
c'est ouvert, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de clé d'entrée, il n'y a pas de porte. La carriole, ça crée l'espace où il est possible d'agir sans se demander si on parle bien la langue, si on a le bon âge, si on est comme il faut, si on est du niveau, etc. Et puis enfin, c'est aussi la liberté de l'usagère, c'est-à-dire que on ne considère pas, nous, les habitants, comme un public captif, comme un adhérent de l'association ou quelqu'un qui est inscrit dans une action. L'usagère, elle est là par choix, sans contrainte d'inscription, sans contrainte d'adhésion à autre chose en fait que le contrat qu'elle passe avec elle-même. C'est-à-dire être maire de carriole, c'est avoir envie de participer à un acte collectif pour grandir et pour agrandir ma liberté d'agir. Voilà. Donc les clés, créer l'espace pour que le besoin s'exprime, accompagner et laisser libre, développer la liberté d'agir. Et puis aussi, le faire ensemble, le positionnement dans l'action, c'est-à-dire qui décide, qui fait. Nous, comme beaucoup d'autres, on essaie de faire vraiment avec et pas de faire pour. C'est le faire ensemble qui amène une cohérence aussi de posture, monter le matériel ensemble, ranger ensemble, se présenter au public ensemble, entre bénévoles, bénéficiaires, usagers, professionnels, entre personnes. Ça fait une posture commune et forte qui devient en soi un enjeu. Donc, il s'agit de travailler ensemble à partir de ce qui a du sens pour les personnes concernées. Et puis, travailler ensemble aussi dans la temporalité des personnes concernées, ici et maintenant. Pas projeter nos désirs d'émancipation sur les femmes, mais les accompagner sur leur propre chemin. Il ne s'agit pas de pousser à la fracture avec la famille ou avec la communauté, mais bien d'accompagner une évolution qui leur est propre. Et on pense que c'est ce processus qui permet l'appropriation par l'usagère, et c'est cette appropriation qui, du coup, permet la pérennité. En gros, c'est l'usagère qui s'approprie l'action et ce n'est pas l'action qui s'approprie l'usagère. Alors, dans les mots, c'est assez simple et évident. Dans les faits, je vais rejoindre quelque chose que disait Madame Canova dans son préambule. Ça nécessite une grande humilité, en fait, de la part de l'équipe porteuse, la capacité à avoir changé le projet, à ne pas garder le contrôle, à se re-questionner incessamment, à refuser les principes établis. L'action, elle doit être adaptée ici et maintenant, et il faut être là vraiment. Et ça demande de l'humilité. Puis ça demande aussi de ne pas être dans les cases qu'on devra remplir pour les bilans. Voilà. Alors, pour finir sur les clés de la réussite, voilà, c'est ça, c'est l'adaptation, l'humilité et s'appuyer sur les besoins et donner les bons outils pour développer la capacité d'agir. Voilà, je vais redonner la parole à Léna. Oui, je reprends un peu les idées de Thérèse sur pourquoi ça marche. Donc, il y a l'adaptation. Il faut s'adapter aux besoins particuliers de chaque collectif et de chaque femme aussi. Selon leurs besoins, nous mettons en place des outils et des formations comme mentionné tout à l'heure. Les situations des mères, comme on sait bien, évoluent en permanence. Et nous, on s'adapte en les accompagnant collectivement, mais aussi individuellement. Et puis, nous devons vraiment rester dans l'accompagnement. Les collectifs doivent pouvoir mettre en œuvre leurs initiatives et idées, construire ensemble leurs valeurs. Du coup, le faire ensemble et la co-construction sont vraiment les éléments clés. Si l'idée ne vient pas du collectif, même si c'est une jolie idée, elles le font plus pour nous au lieu de le faire pour elles. Par exemple, une équipe professionnelle a voulu organiser un gratiféria, un troc de vêtements des enfants, devant une école en pensant que c'était une bonne idée, c'était une jolie idée. Le collectif a suivi, mais le résultat n'a pas été très réussi parce que le modèle ne faisait pas partie de leur univers culturel ni de leurs besoins. Du coup, le projet des carrioles marche aussi puisque nous nous mettons sur le chemin des femmes, comme on a dit tout à l'heure, comme l'exemple sur les femmes qui sont autorisées d'aller que à l'école ou par exemple les femmes de la communauté turque.
dans une école qui s'arrête, en arrivant à l'école, elle s'arrête à éplucher des carottes avec les autres femmes quand le collectif a installé la cuisine de rue à la sortie de l'école. Du coup, il n'y a pas de porte à pousser, pas d'inscription, pas d'adhésion obligatoire. Je voulais vous donner encore un exemple d'une mère qui participait à la carriole. Et au début, son mari ne voulait vraiment pas qu'elle aille travailler parce qu'il s'inquiétait pour les enfants, qui va s'occuper des enfants, comment on va faire. Et il avait peur de devoir se nourrir avec des boîtes de conserve. Et cette mère a commencé à passer de plus en plus de temps autour du projet des carrioles, mais cela a été progressif et sans rupture. Et elle s'est épanouie. Et petit à petit, et un jour, le mari réalise que, en fait, elle pourrait aussi bien avoir un vrai travail, puisqu'elle peut toujours s'occuper des enfants et ils ne mangent toujours pas de conserve. Donc, autant d'aller travailler. Et aujourd'hui, cette femme, elle a son propre magasin et c'est une vraie chef d'entreprise. Et puis, il y a la pérennité. Les collectifs ne sont pas figés. Les situations évoluent, les familles quittent l'école, mais la plupart des mères des carrioles qui ont fait un bout de chemin dans un collectif ont gardé un lien avec les carrioles. Et elles s'y ressourcent, elles s'y mesurent un peu le chemin qu'elles ont parcouru et elles viennent transmettre aux autres leur parcours. Alors, on va vous parler un peu des freins aussi sur ce projet. Le premier frein, c'est peut-être la communauté, les maris, le regard des autres, voire le regard des autres femmes, souvent. Comment se permettre en tant que femme de sortir du rôle qu'on a habituellement, d'être dans l'espace public avec un nouveau rôle sans être jugée, sans être moquée, sans être critiquée. Alors, l'avantage de l'action carriole face à ce frein-là, c'est que l'espace d'émancipation, il n'est pas visible de l'extérieur. Ce que la carriole donne à voir au public, en fait, au tout public, aux familles, à la communauté, c'est en fait des femmes qui, ensemble, prennent en charge à la sortie de l'école des événements de quartiers familiaux. Voilà, l'espace d'émancipation, il est dans le collectif, il est au cœur, il est protégé. Le collectif, il travaille presque en secret, en général, dans une salle prêtée par l'école ou dans nos locaux. Ils se réunissent une fois par semaine, les groupes de femmes se réunissent, mais ça ne se voit pas. Et il est important que cet espace soit protégé, parce que c'est en fait à cet endroit-là que naît l'expression du besoin, sur laquelle va s'appuyer tout le reste de l'action. Comme autre frein, on a l'humain, c'est-à-dire qu'en développant le pouvoir d'agir, on va aussi se développer les égos, les tentations de pouvoir, l'appropriation de l'action. Elle peut aller jusqu'au fait qu'on ne veut plus on ne veut plus laisser la porte d'entrée pour les autres. C'est-à-dire qu'on voit des collectifs, ça c'est régulier, presque cyclique. Une fois que le travail d'ouverture est fait, que le collectif existe, que les familles sont bien installées, il y a presque un phénomène de renfermement et sur lequel on s'est travaillé, et qu'il faut ramener l'ouverture. Mais Léna vous parlera mieux de tout ça tout à l'heure. C'est un phénomène très humain. Et puis un autre frein, c'est souvent l'institution qui est décalée un peu loin du terrain, avec laquelle il est parfois difficile de faire valoir les besoins. Chaque institution pense un peu qu'elle est en lien avec son public et que son action permet de solutionner. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Les femmes sont là pour nous le rappeler. Elles sont souvent très loin de l'offre sociale existante et tellement loin des droits fondamentaux souvent. Voilà. Et puis, il y a aussi ces cases que l'institution amène et dans lesquelles l'action est censée être projetée et dans lesquelles les bilans sont censés être rendus. Or, des actions comme celles dont on a parlé, là, c'est des actions qui ont un rythme propre. Nous, on a toujours eu la chance de rencontrer des partenaires institutionnels qui comprennent cette façon de travailler,
mais c'est des méthodologies qui ne rentrent pas dans les cases. Souvent, la zone d'atterrissage, elle est souvent incertaine, puisqu'elle se construit au fur et à mesure. Et c'est quelquefois difficile à suivre pour l'institution qui peut penser qu'il y a une forme d'éparpillement. Voilà. Et puis, je rejoins Najat Bentiri sur l'injonction participative et le fossé démocratique qui existe entre la participation que l'institution souhaite de la part des habitants et puis l'image que les habitants ont de leur possible participation. Voilà, et enfin, moi, pour terminer sur les freins, avant de redonner la parole à Léna, voilà, aussi, on accorde une très grande vigilance, nous, sur à la non-récupération politique ou médiatique ou religieuse des actions. Les carrioles, depuis qu'elles existent, il a fallu qu'on évite, et ça n'a pas toujours été simple, BFM TV, il a fallu qu'on évite aussi le journal de la ville, et puis il a fallu qu'on évite le journal contre la ville, et puis on a évité aussi une tentative de récupération des islamistes. Voilà, mais encore une fois, là aussi, il suffit d'être vraiment là, de re-questionner les besoins avec les usagères ensemble, et la parade, elle va de soi. Et il n'y a finalement jamais eu de grandes difficultés à gérer toutes ces tentatives de récupération parce que tout le monde était bien au bon endroit. Voilà. Ben, je continue juste un petit peu sur les freins avant de terminer. Donc, un frein que nous avons rencontré vraiment sur le terrain, c'est le décalage entre l'institution pensant bien faire et le terrain. Exemple de l'équipe pédagogique dans une école qui ne comprenait vraiment pas pourquoi il n'y avait pas d'hommes dans le collectif, qui nous reprochait même de ne pas être mixte. Et l'équipe pédagogique n'était pas conscient que le fait d'intégrer des hommes dans le collectif aurait fermé les portes pour y participer pour la plupart de ces femmes. Et comme Thérèse disait tout à l'heure, il y a le collectif, l'autre frein, c'est le collectif qui a la tendance de se renfermer. Une fois que le collectif commence à bien tourner, les femmes ont trouvé leur place, commencent à se connaître, s'entendent bien, deviennent copines, le groupe commence à se renfermer. Et avec nos outils, nous pouvons gérer ce phénomène assez naturel et travailler sur la réouverture du collectif constamment. C'est quelque chose qu'il faut travailler constamment. Voilà. Donc, voilà donc les carrioles. Ça marche comme espace d'émancipation et comme espace d'apaisement et de socialisation pour les familles. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite le transmettre sur d'autres territoires. Merci voilà, beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous deux. On a pas mal de questions, alors je vais vous les donner certainement dans le désordre. Donc, moi, là, j'ai juste une question pour rebondir sur ce que vous avez dit il y a peu de temps, sur cette question des institutions. Parce que c'est vrai que quand on propose un projet en disant qu'il n'y a pas forcément d'objectif d'adhésion, qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va mettre dans le projet, puisque chaque jour, on le réadapte aux besoins, aux envies des habitants, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réussir à faire financer de tels projets dans la mesure où le financement d'un projet il répond à un dossier à remplir, on va dire, avec justement des attentes d'anticipation de chiffrés, des objectifs, qui, comment, combien de temps, etc. Est-ce qu'il vous faut démontrer la valeur ou l'opérationnalité d'une action, c'est-à-dire faire une année quasiment bénévolement, pour pouvoir faire valoir une demande de financement pour ce type d'action? Oui, effectivement, je réponds, Léna. Et effectivement, les carrioles, elles ont démarré avant les financements. Une bonne année et demie avant. Voilà. Et en plus, après, on les a présentées dans un ensemble d'actions, un projet qui s'appelle Passerelle, et qui travaille sur la remise en lien des habitants en général avec la proposition institutionnelle, avec les offres de services institutionnels. Donc, elles étaient un peu au milieu de tout ça. Mais néanmoins, on a rencontré des partenaires donc à la politique de la ville et à la CAF aussi,
qui ont compris à un moment donné l'enjeu de notre travail et qui ont accepté qu'on casse un peu les cases. Voilà. Et les carrioles font partie d'un dispositif un peu plus large, mais finalement qui n'est plus beaucoup plus large que les carrioles elles-mêmes, qui est labellisé espace de vie sociale de la CAF, alors que très concrètement, c'est pas un espace de vie sociale de la CAF très orthodoxe. Voilà, c'est un peu spécifique. Voilà. Mais je pense que après cette année et demie de démonstration, en fait, et nous, on l'a pas montré pour le démontrer, mais en fait, ça a vécu tellement bien, et puis il y a eu tellement de bilans aussi et de la part des familles très vite et de la part des équipes pédagogiques qui ont eu un rôle très important là-dessus, parce que l'effet a été vraiment en un an très, très important. Ça a permis d'imposer en fait un peu un cassage de cases. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre… Oui, ça répond. Autre question, alors je ne sais pas si c'est le fond de la question, mais en tout cas, c'est une question qui m'est en plus venue par rapport à la présentation de Mme Benthiri. Quelqu'un qui demande quelle formation avez-vous pour développer ce type de projet? C'est une question que je me posais aussi quand Mme Benthiri disait qu'il fallait passer de l'encadrement à l'accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que ça demande aussi de la sensibilisation, de la formation, de la montée en compétences pour les acteurs de terrain? Est-ce que c'est si simple que ça de passer de l'encadrement à l'accompagnement ou à la co-construction? Alors, Léna, tu veux… Oh, vas-y. Vous parlez de nous en tant qu'individus? En fait, la question précise était quelle formation avez-vous pour développer ce type d'action? Mais pour aller plus loin, est-ce que c'est quelque chose d'inné de passer de l'accompagnement à la co-construction ou est-ce que ça demande certaines compétences à acquérir pour des opérateurs qui voudraient développer cette co-construction d'action? Moi, je pense que la réponse, elle est entre les deux. Je pense qu'il faut à la fois, plutôt qu'inné, je dirais qu'il faut que ce soit c'est du militantisme quelque part, de penser vraiment la co-construction comme la solution. Et puis, ça demande de la formation. Alors, aussi bien Léna que moi, on a des formations de base assez costauds dans les domaines desquels on vient chacune. Et puis, on continue à se former avec les partenaires, avec l'action, etc. Et puis, je pense aussi que vraiment les gens avec qui on travaille dans la co-construction, et là, je parle des usagères et des habitants, nous forment chaque jour. Réellement, je ne dis pas ça pour être démagogue. Je pense que c'est aussi cet échange permanent qui permet qu'on re-questionne à chaque fois notre savoir, parce que voilà, j'ai un certain niveau universitaire, Léna est pédagogue en Finlande avec tout ce que ça implique. Donc, on a un savoir, mais ce savoir, il est constamment réenrichi par l'action. Et je vous disais au début qu'on a deux structures et qui sont essentielles pour nous, pour grandir nous aussi. C'est une structure où on conçoit, où on développe et on conceptualise. Et puis une structure de terrain où on réfléchit, où on questionne et où on avance. Voilà. Et on a besoin des deux. Léna, tu veux… Excuse-moi. Non, justement, je pensais comme toi qu'on apprend vraiment une grande partie d'apprentissage, c'est sur le terrain et c'est avec le terrain qu'on a pu construire nos outils et notre méthodologie. Donc, bien sûr, il y a nos arrière-plans, nos formations, nos propres formations d'avant, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître le terrain et il faut aussi s'adapter à nous tous les jours. Oui, quelque part, c'est le terrain aussi qui nous forme pour aller dans la bonne direction. Très bien. Sinon, il y avait deux ou trois questions, mais plus précises, qui concernent plus précisément les carrioles. Alors, il y a une personne qui se demandait combien de temps il avait fallu à cette femme dont le mari avait peur de finir par manger des boîtes de conserve. En combien de temps s'est fait cette évolution entre son accès à la carriole et à l'ouverture de son magasin? 3 ans. 3 ans. À l'ouverture du magasin, peut-être plus. Oui, l'ouverture du magasin, ça a pris plus longtemps. Ça a dû prendre 4-5 ans l'ouverture du magasin parce qu'entre le moment où elle a décidé d'aller à la vie active et puis le moment où ça a pu se réaliser, il faut que les choses se mettent en place.
Et ça, Léna, hein. Oui. comment vous faites, que ce soit pour cette femme-là ou pour toutes les autres, comment vous faites? Alors maintenant que les carrioles existent, évidemment que le bouche à oreille doit faciliter les choses, mais comment vous avez fait au départ pour convaincre les premières mères de s'impliquer dans ce projet? On n'a pas eu besoin de convaincre, quoi qu'il soit. Je pense qu'il y avait une vraie envie dans l'école où ça démarrait, il y avait une vraie envie d'agir, de se rencontrer. Et vraiment, il y avait plusieurs femmes qui le faisaient aussi pour leurs enfants, parce que ça commençait à se voir aussi la tension quelque part et le fait oui, le fait qu'il y avait des tensions devant l'école, ça commençait à se voir dans la cour. Donc, il y avait plusieurs femmes des mères qui avaient envie de faire quelque chose pour que ça se passe mieux à l'école aussi. Donc, nous, on n'a pas eu le besoin de convaincre, c'est vraiment partie du besoin du terrain. Voilà. Alors après, par contre, dans d'autres écoles, ça a été demandé par l'école. Et là, on est arrivé sur des terrains, entre guillemets, vierges de demande de la part des usagères. Et on a attesté des écoles très différentes, et y compris des écoles où il y avait plus de présence de parents et où il fallait du coup reconstituer une possible présence justement de liens entre les familles et l'école. Et dans ces contextes-là, ça a été très différent de la première école. On a eu aussi des écoles où il y avait des conflits en sortie d'école assez terribles d'une communauté à l'autre. Enfin, on a vécu un peu tous les cas de figure. Mais dans tous les cas, on a réussi à créer un collectif de carrioles. Alors pour ça, il y a des outils qu'on a aussi construits avec le terrain, et on utilise quasiment jamais les mêmes outils pour construire le collectif au démarrage. Juste, je voudrais préciser, construire un collectif de carrioles, ça prend à peu près 1 an. Voilà. C'était l'une des questions. Et pour qu'il soit vraiment solide, ça prend à peu près 2 ans. Et pour qu'il acquiert vraiment une belle autonomie, voilà, c'est la 3e année qu'il y a une belle autonomie, qu'on commence à rentrer aussi dans cette problématique de renfermement du collectif. Donc là, faut réouvrir et on rentre dans une autre phase. Mais tout ça, c'est accompagné de tas de formations aussi, de moments d'ouverture avec les autres collectifs. Enfin voilà, il y a tout un système qui est quand même bien, qui a plusieurs ouvertures et qui permet de répondre finalement à ce que les besoins amènent comme questionnement et comme problématique. Pardon, Léna. Non. Une autre personne demandait si, en amont du développement de ces multiples carrioles, est-ce qu'il y avait eu à un moment ou un autre des discussions, des concertations entre les établissements scolaires? Non. En amont, non. Puisque c'est né dans une école. Et puis, on nous a demandé de le développer dans une autre école. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, forcément, les directions d'école avec lesquelles on travaille savent les unes les autres qu'on a… voilà, puis elles sont présentes au comité de pilotage. L'inspection académique est présente au comité de pilotage. Voilà, mais il n'y a pas une demande collective des écoles. D'accord. Et il y a une autre question, mais quelqu'un qui demandait qui est l'équipe qui pilote. Bon, dans la mesure où l'objectif, c'est l'autonomisation totale d'une carriole, à partir du moment où une carriole est complètement autonome, votre rôle s'arrête à… On n'a pas de carriole complètement autonome. Ouais. Ça fait partie des rêves qu'on a abandonnés. C'était vraiment l'idéal au départ. Mais en fait, pour qu'une carriole soit autonome, il faudrait que les mères de carriole soient figées. Et ce n'est pas le cas, et tant mieux. C'est-à-dire qu'elles viennent, qu'elles grandissent et qu'elles partent à un moment donné, et c'est très bien. Et donc, leur présence après s'efface, même si elles restent en lien. Quand elles partent, là, la dame dont parlait Léna, elle est débordée entre ses gosses, son boulot, machin. Ben, elle est comme nous tous maintenant. Elle a plus le temps de venir passer des demi-journées au carriole, donc elle vient de temps en temps. Je suis désolée, j'ai perdu la question. Le
Quelqu'un qui demandait l'autonomie et l'équipe porteuse. Ah en oui. gros, quel est votre rôle? Du coup, il y a une belle autonomie, c'est-à-dire qu'un collectif de carrioles, il n'a pas besoin de nous demander pour organiser quelque chose, etc. Par contre, au bout d'un moment, s'il n'y a pas une réinjection de l'équipe porteuse pour justement réouvrir, ramener les formations, remettre en lien avec d'autres collectifs, etc., ça ne perdure pas assez longtemps. Voilà. Faut qu'en fait, ça s'enrichit aussi du lien avec les autres collectifs. Donc, il faut quand même quelqu'un qui, à un moment donné, coordonne tout ça. Voilà. Mais c'est plus coordonner la rencontre et la réouverture et les formations que autre chose. Pas du tout l'impulsion des actions. Ça naît des collectifs. Et quelqu'un d'autre demandait à quel rythme fonctionnent les carrioles. Ça, c'est propre à chaque école. En fait, c'est le collectif qui décide. Donc, il y a des écoles où c'est une fois par semaine. Il y en a d'autres où c'est tous les 15 jours. En général, c'est au moins tous les 15 jours. Et après, ça peut être autre chose à côté. Ça peut être, les collectifs organisent pas mal d'événements à côté, que ce soit les pique-niques, les moments conviviaux entre familles ou entre femmes ou avec les enfants. Donc, mais en général, c'est décidé par le collectif.